Bonjour, aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un artiste, chorégraphe, chanteur, mais aussi un professionnel du métier du cinéma, qui est aussi bien cinéaste, écrivain, réalisateur et producteur. Et il est parmi nous. Raghunath Manet, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans notre émission. Bravo, merci, c'est magnifique. Alors, pouvez-vous nous parler de cet instrument? Qu'est-ce que c'est? Alors, C'est incroyable. mon instrument ne s'appelle pas sitar, Oui, ça s'appelle vina, c'est l'instrument le plus ancien de l'Inde du Sud. C'était un instrument qui était associé au dieu Shiva. Donc, depuis la mythologie, on le retrouve déjà, c'est décrit au IIe siècle avant Jésus-Christ dans les traités musicaux. Et c'est un instrument qui était joué dans le cours des Maharajas et dans les temples. Et malheureusement, il n'est pas très connu. On connaît le sitar avec Ravi Shankar parce que Ravi Shankar s'est associé avec les Beatles. Donc, on connaît énormément la musique du nord de l'Inde qui était construite au XIe siècle avec cet instrument. Et cette musique, appelée musique carnatique, est beaucoup plus ancienne de l'Inde du Sud, le berceau de la vieille civilisation. Et nous avons cet instrument qui est dans les mains de la déesse Saraswati qui s'appelle Veena. ah oui, donc c'est vraiment c'est un instrument culturel incroyable. Oui, c'est un instrument avant tout de la musique classique. Voilà, c'était joué dans les cours des Maharajas, comme j'ai dit, et puis dans les grandes réceptions. Et c'est vrai que les temples étaient patronnés par les Maharajas. Autrefois, c'est le pays des Maharajas, n'oublions pas, hein. Mhm. Et malheureusement, depuis qu'il y a eu la disparition des Maharajas, cet instrument était tombé dans l'oubli. Et maintenant, on essaie vraiment de le faire rendre beaucoup plus populaire, amener sur les plateaux internationaux. Merci pour la présence, votre présence et d'être venu avec cet instrument, pour faire partager votre culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours parce que vous faites beaucoup de choses, vous êtes un artiste né et incroyablement connu en Inde, en France, à l'étranger. Vous avez aussi participé à des podiums de mode avec Karl Lagerfeld. Vous avez fait beaucoup de choses, encore dernièrement à Monaco. Et comment ça se passe pour vous
Eh bien, vous savez, quand on lit le traité Silabbadigaram écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, on dit un artiste doit être initié aux 12 arts. Donc, on en est vraiment très loin aujourd'hui. On est dans les spécialités. On est musicien, donc on n'est pas danseur. Si on est danseur, on n'est pas poète. Si on est poète, on est sûrement pas, je ne sais pas, s'intéresser à d'autres. Non, tout est un. Tout est art. Voilà. D'accord. Et je pense que sa pluridisciplinarité est très importante pour pouvoir mieux devenir danseur, connaissant la musique, devenir meilleur musicien en marquant le rythme. Et puis, je pense que en Inde, la danse et la musique étaient toujours pour le bonheur des dieux. Quand on contente les dieux, le dieu contente les humains. Voilà. C'est une façon de se libérer, de s'élever. Et donc, les danseurs étaient somptueusement habillés, avec des bijoux, avec des perles, avec des diamants. Donc, c'était des danseurs célestes. Donc, d'ailleurs, on a la mode, vous Oui. voyez. Donc, on associe obligatoirement. Donc, ce sont des gens qui sont des philosophes, qui sont des poètes, qui savent écrire, qui savent composer, qui savent danser, qui savent être à côté des Maharajas. C'était les seuls qui pouvaient s'asseoir à côté des Maharajas. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait très peu de choses. Hein. C'est vrai que je joue la musique, je compose mes musiques, et je danse, je chorégraphie, je fais du cinéma, voilà, je réalise, voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est mode, j'ai fait la mode pour Yamamoto, parce qu'il voulait des artistes. Et après, Lagerfeld m'a invité jusqu'à Séoul voilà, pour jouer et danser enfin, quand il faisait la mode. Voilà. Ah oui, un Donc, très grand défilé qui a été retranscrit sur toutes les chaînes. voilà, voilà. On s'en Donc, souvient. je suis très ému parce que je pense que j'adore tout. J'adore l'art avec un grand A. Donc, ce que j'ai fait, voilà, reflète, je pense, tout ça. Oui, vous êtes un passionné. Et ça a toujours été depuis tout jeune? Je pense parce que depuis tout jeune, je voulais apprendre à danser. Mes parents m'ont dit pas de danse, donc il fallait que j'imite les mouvements de mes sœurs Vasanti et Jayanti, qui étaient danseuses. Et on m'a mis à jouer la musique, la flûte traversière, le violon, à chanter. Finalement, j'ai craqué pour cet instrument qui était beau. Et puis voilà. Donc maintenant, je donne beaucoup de concerts avec tous les plus grands qu'on connaissait, Archie Shepp, Michel Portal, Richard Galliano, Didier Lecoud, ou voilà. Et là, je suis en tournée. Je pars au Brésil dans quelques jours pour jouer deuxième fois ou troisième fois, quatrième fois avec Gilberto Gil. On présente à Morazol à Sao Paulo dans quelques jours. D'accord. Donc, vous avez été inspiré, mais vous inspirez aussi les autres musiciens pour des collaborations. Je pense que l'Inde a toujours influencé. Oui. N'oublions pas, pendant la période orientaliste, que ce soit Pavlova, avant ça, Nijinsky créait des ballets qui s'appelaient Dieu bleu, qui adorait mon professeur de danse, Ram Gopal, qui a vécu à Londres. Et donc, il y a eu toute une génération qui s'est intéressée à la période orientaliste, notamment Pavlova, Ted Chone, Martha Graham, même ils quittaient les chaussures de la danse classique pour faire la danse contemporaine indienne. Voilà, qu'on commençait à découvrir, pas seulement dans le monde de la danse, dans le monde de la musique. On commençait à créer les pêcheurs de perles, les Shakuntala, les bayadères, qui sont l'histoire de nos danseuses de temple de Pondichéry. D'ailleurs, c'est le sujet de ma thèse. Et puis, je pense que les créateurs sont inspirés énormément. On a toujours parlé de Tussi Bayadère, n'oublions pas, un petit carreau. Qu'est-ce que ces bayadères? Ce sont des danseuses de temple qui perpétuaient la danse que j'ai faite dans les temples, qui étaient aussi des joueuses de vina. Donc, il y a eu toujours une espèce de globalité que l'Inde a toujours inspiré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers l'art que je pratique, que ce soit la danse, voilà, que ce soit la musique, et je pense que les créateurs adorent, mais voilà, et ça les inspire. Merci, merci pour ce partage. Concernant en fait votre film, alors vous avez écrit un film, réalisé, produit. Vous êtes aussi acteur dans le film, c'est De retour à Pondichéry. Alors c'est une histoire, vous pouvez nous en parler? Alors, Retour à Pondichéry, il va être bientôt en salle à Paris et il va être montré fin août à Pondichéry, à Madras, etc. Et il est programmé à Oslo pour le festival de Bollywood exactement le 29 septembre. Et puis à Paris, les dates, je vous les redonnerai plus tard. Et c'est un petit peu mon histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire de deux femmes qui ont adopté une fille indienne, une fillette de 10 ans. Elle ne s'intègre plus dans la société française et
À 20 ans, on la ramène dans son orphelinat pour qu'elle découvre d'où elle vient. Et sur la route de l'orphelinat, les deux femmes rencontrent un artiste comme moi, qui parle français, parce que Pondichéry, n'oubliez pas, était un ancien conteur français, avec 350 ans d'histoire derrière. Donc, il leur explique le chemin, il les invite à avoir un cours de danse. Et toute l'histoire, il va parler à la fillette, plutôt une jeune femme de 20 ans, de la spiritualité de l'art. La question, est-ce que l'art peut contribuer à retrouver l'identité? Je pense qu'aujourd'hui, le peuple vit dans le monde entier. Tout genre de peuple se brasse aujourd'hui. Aux États-Unis, à New York, à New Delhi, même à Pondichéry, à Paris. Toutes les populations se mélangent. Mais quelle est la place de notre identité culturelle? Et vous essayez de faire passer un message? Je pense que même aujourd'hui, je parle français, je connais, enfin, j'essaie de connaître toute la mythologie indienne, l'histoire de la musique, l'histoire de la danse, l'histoire du cinéma indien, mais quelque part, je suis imprégné de tout ça. Plus on est imprégné, plus on devient universel, je pense. C'est parce qu'il nous manque des cases qu'on a, le peu qu'on a, on a envie de s'enfermer et même d'être un petit peu, de ne pas pouvoir se donner. Plus on voyage, plus on est ouvert. Voilà, je pense que c'est ça l'intérêt. Et je pense qu'à travers ce film, j'essaie d'expliquer quelle est la place de chacun. C'est la place d'un immigré aussi. Quand on est immigré, jusqu'à quel point on peut s'intégrer à la société française? Jusqu'à quel point on a besoin, on a cette soif de redécouvrir notre identité culturelle, d'où on vient. Je pense que c'est pas là pour tout le monde. Un Français qui vit à Paris, il a besoin de dire qu'il est breton. Mais il est français. Bien Pourquoi sûr. il est breton? Pourquoi il est corse? Eh bien parce qu'il a une autre âme. Et ça va mieux l'intégrer à Paris, je pense. Vous soulevez des questionnements dans votre film, en fait. C'est le questionnement que je me suis posé moi-même. Oui. Voilà. Donc je pense que j'essaie de parler que des choses que ce que je sais faire, ce que j'essaie d'analyser autour de moi. Je pense que quelque part, c'est voilà, c'est besoin de raconter ce que je suis, ce que je recherche dans le monde. Donc c'est un message pour tout le monde, qu'on soit jeune, plus vieux, Je pense, de en toute façon, exil. on recherche tous notre identité. Ça dépend de la maturité qu'on a. Ça peut être dès l'enfance quand on est adopté ou un peu plus adulte, mais après jusqu'au lit de mort, on a besoin de savoir qui on est. Parce qu'un jour ou l'autre, je dis toujours, on est orphelin, on perd nos parents. Donc on recherche nos grands-parents, de quelle société, de quelle origine, qu'est-ce que je dois apporter? C'est pour mieux tout quitter. C'est les racines, quoi. Mais on a besoin de connaître nos racines pour mieux s'asseoir là d'où on part. Merci, Raghunatha. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets, au-delà de tout ce que vous faites, bien sûr, futurs? Les projets ne m'ont jamais manqué parce que je passe d'une case à une autre, danse, musique, cinéma, écriture, Très etc. sollicité. Non, parce que moi, j'ai besoin de toujours avoir la tête dans les étoiles, comme on dit, en train de voir que... Déjà, je suis déjà en train de rêver d'un prochain film, par exemple. D'accord. Parce que puisque j'ai terminé le premier, c'est aussi l'histoire de, bon, j'en parlerai un peu plus tard, sur l'arrivée des Indiens aux Antilles, par exemple, et à l'île de la Réunion. Et ça m'intrigue parce que toute cette population que je découvre pendant mes spectacles, quand je fais des spectacles dans le monde entier, je découvre mes compatriotes, pas seulement mes compatriotes, mes spectacles ne sont pas orientés uniquement pour mes compatriotes, avant tout pour la situation dans laquelle où je me baigne, où je mets bien mon pied. Et puis il arrive qu'à un moment donné, bon, les enfants adoptés, il ne s'agit pas des enfants adoptés aux Antilles, à la Réunion, ce sont des Indiens qui ont quitté il y a 3 générations, qui sont en train de rechercher leur origine ou leur indianité. Donc quand ils me voient faire un spectacle aussi contemporain, parce que je ne fais pas de la conservation boîte de conserve, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire évoluer une tradition, l'amener vers la modernité. On lit dans la modernité la tradition. Elle a besoin, et on a besoin de recréer aussi la tradition, et renouveler, et reparler de la tradition. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Vous étiez au Festival de Cannes cette année, vous avez présenté votre film avec beaucoup de succès, au pavillon aussi indien, vous avez rencontré plein de monde. Comment ça se passe? Comment vous vivez le Festival de Cannes tous les ans? La première fois que je suis allé, c'était en 2013. J'ai présenté mon premier documentaire qui s'appelait Danse des Shivas. Donc, les journalistes m'ont posé la question, ils me disent, mais qu'est-ce que vous venez faire là?
parce que j'étais connu en tant que danseur, chorégraphe, musicien, etc. J'ai dit, mais je suis venu un petit peu spiritualiser le festival, c'est un grand mot, apporter un film, quelque chose qui me concerne, parce que l'art que j'ai fait est imprégné de spiritualité, pas de religion, hein, de spiritualité. Et c'est ça qui m'intéressait, à travers un documentaire, à travers mon film, parler de la spiritualité, parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, on est en train de perdre la spiritualité. Donc on est un peu perdu. On n'a pas besoin d'être religieux, mais une spiritualité, moi, je ne peux pas exister si on ne peut pas me parler de spiritualité. Et tout mon art, tout mon être est marqué par ça. Et j'ai besoin de faire voyager cette spiritualité, d'échanger, de donner aux autres, de pouvoir en parler ensemble. Et c'est ça qui rend les gens pleins d'amour. Est-ce que cette spiritualité pourrait être aussi mise avec les énergies? Complètement, puisque oui, ce sont des énergies spirituelles. Et c'est ça que c'est j'essaie partie de la de faire culture. élever dans mon Oui. film, que j'ai présenté d'ailleurs au Festival de Cannes et aussi à l'inauguration du Festival de Nirvana de Saint-Tropez. Et c'était la avant-première. C'est maintenant qu'il y aura sortie mondiale bientôt d'ici un mois et demi. Mais j'avais besoin vraiment de parler de moi, qui je suis à travers ce film, et peut-être un petit exemple, une petite poussière, qui servira sûrement d'exemple, peut-être pour certains. Voilà. Je pense que chaque artiste marque son époque par son bébé qu'il accouche. Je pense que, voilà, je viens d'accoucher, retour à Pondichéry. Félicitations. Je sais aussi que vous êtes dans un système associatif. Vous avez monté une association en Inde. Vous mettez des choses en place, des actions pour les enfants. Vous pouvez nous en parler? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je voulais apprendre à danser. Mon maître de danse a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des stars? Les danseuses de temple ont été mis à la porte de l'Inde. Il n'y a plus de grandes danseuses. La communauté a changé. Et moi-même, un maître de danse, je gagne pas ma vie. Deviens ingénieur ou médecin comme tes parents ou professeur. Alors, plus j'étais persévérant, plus il m'a accepté comme élève. Parce qu'il avait peur que le répertoire qu'il possédait du temple de Villeneuve, sur lequel j'ai fait ma thèse, près de Pondichéry, il avait peur que tout ce répertoire s'éteigne. Parce que ce sont des répertoires qu'il a reçus, des chorégraphies depuis des générations. Le temple a été construit au XIe siècle. Donc vous voyez, il y a eu des danseuses de temple à partir du XIe siècle. Bien avant, mais à partir du XIe siècle, on sait que les danseuses de temple et les musiciens de temple existaient dans les temples. Donc il m'a tout donné. Il fallait que je le redonne. Mon professeur venait de mourir, ça c'est dans les années 90. Donc j'ai créé une école qui s'appelle Tal Shruti. D'ailleurs, vous pouvez tous venir à Pondichéry visiter. Et avant tout pour les enfants défavorisés. Aujourd'hui, il en sort des artistes. Et j'ai fait une association qui est en France, voilà, pour aider ces enfants. Et je pense qu'on a besoin de redonner. D'ailleurs, la tradition indienne dit qu'il faut toujours redonner 10% de tout ce que nous gagnons aux autres, aux prochains. Je pense que c'est très important, grâce à mes tournées, etc. J'essaie toujours de contribuer pour que ces enfants aient cette éducation artistique. Parce que vous savez, les enfants orphelins, ils ont toujours les corps absents. Quand ils arrivent, il y a le malheur de leur tomber dessus, et puis ils sont absents. Et quand on fait travailler la danse et la musique, petit à petit, on parlait d'énergie tout à l'heure. Donc ils prennent de l'énergie, et puis quand ils se posent, et puis là, ils sont beaux à voir. Le corps prennent place dans la société, ils savent parler avec n'importe qui, ils trouvent leur place. Et je pense que c'est aussi ça le secret de l'art, tout art confondu. Et notamment le Bharatanatyam, que je pratique, et la musique, qui sont des énergies pour pouvoir élevé, comme le Kundalini. Vous voyez, le yoga, tout est lié. Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour se faire du bien. C'est pour élever nos énergies positives dans notre société où il y a beaucoup de négativité, et pour pouvoir mieux vivre, et pour pouvoir mieux faire la paix, vivre avec amour. Merci pour ce message. Merci, Raghunath Manet. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous, un fait, quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, parce que dès que je joue mon instrument, les gens viennent dire « Ah, c'est beau, votre sitar !» Je dis « Oh là là, mon vieux, comme je dis, ils connaissent pas le nom. » J'ai dit « Mais tous les Français ne jouent pas d'accordéon. » Là, ils rient. J'ai dit « Écoutez, j'ai envie de rire autant. Comment se fait-il que l'Inde, qui est le pays des Maharajas,
pays des temples, pays de la philosophie, de la spiritualité, du yoga, mais qu'on soit pas au courant des instruments. Et vous savez, on est à la place de Paris, où il y a les JO, le sommet de l'Europe. Mais il n'y a aucune programmation indienne en danse et en musique dans les grands théâtres. J'en faisais beaucoup, mais tout d'un coup, il n'y a plus rien eu depuis 5-6 Ah oui, c'est ans. vrai que c'est dommage. Et c'est dommage, parce que c'est au programmateur et la responsabilité d'élever le public, de leur ouvrir à tous les arts, et non pas juste aux arts d'un certain pays. Et c'est l'irresponsabilise. Si les gens me disent autre Citaribo, c'est pas de leur faute. C'est qu'on leur a pas fait voir. Si on n'organise pas des concerts d'Evina, comment on découvre un instrument? Si on n'organise pas des grands spectacles classiques de Bharatanatyam, comment on découvre? Ils vont parler de la danse hindoue. Mais je peux pas parler de la danse française. C'est quoi la danse française? Le rap? La danse bretonne? Les ballets. Corse? Ou l'opéra de Paris? Mais c'est quoi la danse française? Mais comment on peut parler de la danse indienne? Alors, c'est 5 fois la France, on a la plus grosse population au monde. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Mais sinon, je peux être consultant. J'ai écrit des ouvrages. Bien sûr, j'ai travaillé avec des grands artistes comme j'ai cité les noms des musiciens, comme d'autres danseurs. Mais il est grand temps qu'on explose, qu'on fasse des créations ensemble. J'ai rêve à l'opéra de recréer les bayadères avec les danseurs indiens. Mais il faut faire d'autres choses, voilà. Je voulais absolument qu'il y ait un danseur de chaque pays représente une espèce de ballet mondial, hein, qu'on voit les différents styles. Vous voyez, sur la même scène, la musique, la confrontation. Moi, j'aime pas la photocopie. J'ai toujours dit quand je jouais avec Archichep ou à Didier Lecoud, ou à Aldo Brizzik, avec qui on a fait le disque de musique électronique, je reste à ma place, vous restez à votre place. On va se confronter. C'est comme exactement quand on met tous les enfants ensemble, mais ils jouent ensemble, même quand ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas besoin de parler, ils jouent ensemble. Pour moi, c'est ça l'art. Pour moi, c'est ça le chemin de l'universalité. Donc, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Il faut mettre les créateurs ensemble pour voir ce qui sort. Et ça sort tout seul. Merci pour ce message, Raghunath Manet. Le mot de la fin? Voyager, 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 le monde est beau. Tout est dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À très vite. Rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir.